Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui suit, abonnez-vous et activez les notifications. Scott était convaincu que ce serait l'un des plus beaux moments de l'année. Le voyage en famille en Floride avait été planifié des mois à l'avance. Rachel avait suggéré l'hôtel avec enthousiasme et les garçons comptaient les jours avant de pouvoir visiter le parc aquatique voisin. Tout semblait se dérouler à la perfection. Il avait réussi à obtenir une rare pause dans son travail, et Rachel, malgré sa lourde charge à l'hôpital, paraissait sincèrement ravie de cette parenthèse. À leur arrivée au complexe hôtelier, Scott prit une photo de la famille et l'envoya sur le chat de groupe de son travail, ajoutant que c'était le genre de repos que tout programmeur méritait. Son sourire sur cette photo était sincère. Il l'était encore. Le premier jour, entre deux baignades et quelques promenades sur le domaine de l'hôtel, Rachel désigna un homme en t-shirt bleu, remarquant que son visage lui disait quelque chose. Plus tard, alors qu'il revenait du dîner avec les garçons, ce même homme s'approcha. Il se présenta, Grant Taylor, représentant pour une société d'équipement médical. Il dit connaître Rachel d'une conférence pour infirmières qui avait eu lieu des années plus tôt à Chicago. Rachel rit, confirmant que le monde était petit. Grant était amical, charismatique, et il engagea rapidement la conversation avec les garçons, leur donnant des astuces sur les jeux d'arcade de la salle de loisirs. Scott trouva la coïncidence étrange, mais ne dit rien. Il faisait confiance à Rachel. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le lendemain, Rachel passa la majeure partie de la matinée à la piscine avec les enfants pendant que Scott se détendait au bar aquatique. À un moment donné, en les observant discrètement, il vit Rachel discuter à nouveau avec Grant. Ils étaient assis sur des chaises longues, ils riaient. Caleb jouait dans l'eau et Matthew était sur son téléphone. Scott tenta d'ignorer le malaise grandissant qui s'installait en lui. Il se dit qu'il exagérait sans doute. Quand Rachel rentra dans la chambre ce soir-là, elle semblait légère. Elle prit une douche, s'habilla et proposa de dîner dans un restaurant du coin. Tout se passa comme prévu. Mais cette nuit-là, quand Rachel se dit fatiguée et préféra se coucher tôt, Scott décida de sortir seul pour marcher un peu dans le complexe. Il n'avait pas de destination précise. Il voulait juste s'éclaircir les idées. Alors qu'il traversait discrètement un couloir extérieur menant au parking, quelque chose attira son attention. Deux silhouettes près d'un pilier s'enlaçaient. La lumière d'un lampadaire révéla sans l'ombre d'un doute le visage de Rachel et, quelques secondes plus tard, le baiser. Il n'y avait aucune méprise possible. Elle était dans les bras de Grant, souriante, lui tenant tendrement le visage. Scott recula, sentant le sol se dérober sous ses pieds. L'instinct prit le dessus. Il retourna dans la chambre en silence, les yeux brûlants, le cœur battant à tout rompre. Il s'allongea sur le lit, immobile, fixant le plafond, et attendit. La pièce était sombre, mais ses pensées, elles, tournaient sans fin. Quelques minutes plus tard, il entendit la porte s'ouvrir doucement. Rachel entra sans se presser, retira ses chaussures, accrocha son sac, alla à la salle de bain, se brossa les dents, le tout avec la désinvolture de quelqu'un qui revient d'une simple promenade ou d'une conversation anodine dans le hall. Elle s'allongea à côté de lui, ajusta son oreiller, remonta la couverture et laissa échapper un léger soupir. Elle ne lui demanda même pas s'il était réveillé. Elle se tourna simplement sur le côté, comme elle le faisait toujours les nuits ordinaires, comme si celle-ci l'était aussi. Scott ferma les yeux un instant, essayant de maîtriser la colère qui le consumait. Il songea à se lever,
à allumer la lumière, à exiger des explications. Il voulait crier, demander depuis quand cela durait, ou d'autres, il avait été trompé. Mais lorsqu'il imagina les garçons endormis dans la chambre voisine, Caleb avec son ours en peluche contre sa poitrine, Matthew avec la couverture remontée jusqu'au nez, il ravala tout. La trahison était déjà assez douloureuse. La transformer en spectacle devant les enfants aurait été trop lâche. Alors, il resta là, immobile, à écouter la respiration calme de la femme qui, quelques minutes plus tôt, échangeait des gestes d'affection avec un autre homme. Faire semblant de dormir semblait être le rôle que le destin lui avait assigné cette nuit-là. Il l'accepta pour l'instant. Le lendemain, Rachel se montra attentionnée, lui demanda s'il se sentait bien, lui proposa un petit déjeuner léger. Scott répondit par des phrases courtes, disant qu'il voulait juste se reposer un peu. Rachel ne sembla rien remarquer d'anormal, ou peut-être faisait-elle semblant. Pendant le déjeuner, elle évoqua l'idée de retourner à la piscine avec les garçons. Scott dit qu'il préférait rester dans la chambre. Dès leur départ, il s'enferma et fixa le plafond pendant de longues minutes. L'image de la veille tournait en boucle dans son esprit, comme un film cruel. Plus tard, il entendit des rires dans le couloir et, en jetant un œil à travers le rideau, il vit Rachel revenir avec les enfants. Grant était juste derrière elle, tenant un sac de friandises. Scott se contenta d'observer. Ce soir-là, il prétexta une migraine, dit qu'il ne voulait pas sortir, qu'il avait besoin de se reposer. Rachel emmena les garçons dîner et laissa Scott dans la chambre avec un baiser froid sur le front. Lorsque le silence s'installa, il se leva et se dirigea vers son sac à main. Il n'avait jamais fait ça. Ce n'était pas dans ses habitudes, mais maintenant, il avait besoin de réponses. Son téléphone était là, branché au chargeur sur la table de chevet. Scott le prit avec des mains fermes. L'écran d'accueil semblait inoffensif, avec des applications bien rangées dans des dossiers, des notifications de messages et d'emails, mais quelque chose attira son attention. Un dossier au nom générique, simplement intitulé Docs. Lorsqu'il tenta de l'ouvrir, le système demanda un mot de passe. Il hésita quelques secondes. Il essaya leur anniversaire de mariage. Rien. Il pensa à des dates au hasard, à des mots de passe évidents. Puis il tenta sa chance et entra les dates de naissance des garçons, l'une après l'autre. L'écran se déverrouilla. À l'intérieur du dossier se trouvait une série de captures d'écran, de vidéos, de fichiers audio et un historique de messages archivés, le tout méticuleusement organisé. C'était comme si Rachel tenait un journal secret de sa vie parallèle. Scott commença à lire. Les messages avec Grant étaient triés par date, accompagnés d'emojis, de cœurs, de blagues privées. Elle l'appelait « ma bouffée de liberté » et dans plusieurs passages, elle décrivait l'ennui de son mariage, le caractère prévisible de Scott, son désir de se sentir à nouveau vivante. L'un des messages les plus récents révélait que leur rencontre à l'hôtel avait été planifiée des semaines à l'avance. Rachel avait suggéré le lieu et la date. Grant avait répondu avec un emoji clin d'œil et une phrase qui se grava dans l'esprit de Scott. Personne ne se méfie des coïncidences bien orchestrées. Dans un autre échange, Rachel disait que Scott passerait probablement la journée avec les garçons, leur laissant ainsi quelques heures de liberté. Plus loin, une conversation avec Grant mentionnait d'autres rencontres similaires lors de voyages passés, et même des projets pour une vie future sans avoir à mentir autant.
L'hôtel de Floride n'était qu'une étape parmi tant d'autres. Pour Rachel, ce n'était pas nouveau. C'était une routine. Pour Scott, c'était la preuve que la vie qu'il pensait mener n'avait été qu'une illusion soigneusement construite et cruellement maintenue. Les messages révélaient une intimité de longue date et quelque chose de pire, le mépris à son égard. Rachel écrivait combien Scott était prévisible, qu'il ne se douterait jamais de rien. Cela fit plus mal que le baiser. C'était le rire complice avec un autre homme, tandis que son mari était traité comme un imbécile. C'était le sentiment que sa vie entière avait été écrite dans son dos. Il continua à lire. Plus bas, des messages avec une amie en révélaient encore plus. Rachel se plaignait de Scott avec moquerie, disait qu'elle avait besoin de respirer avec quelqu'un qui la comprenait. L'amie ne répondait pas avec surprise. Elle semblait déjà tout savoir. Scott reposa le téléphone exactement comme il l'avait trouvé, au même endroit, et retourna se coucher. Cette nuit-là, il ne ferma pas l'œil. Rachel revint avec les garçons déjà endormis. Elle s'allongea comme si de rien n'était. Scott, sur le dos, fixait le plafond, silencieux. Le lendemain, il décida que ce serait le dernier matin où il ferait semblant d'être le père d'une famille qui n'existait que pour les photos. Il demanda à partir plus tôt, prétextant une urgence professionnelle. Rachel le questionna, mais il ne discuta pas. Le voyage se termina là, dans un lourd silence pendant le trajet. Les enfants dormaient à l'arrière. Rachel consultait sans cesse son téléphone. Scott conduisait, les deux mains fermement sur le volant, le regard droit devant, un monde s'effondrant en lui. Le retour vers Cleveland se fit dans un silence de plomb. Les garçons somnolents à l'arrière, inconscients de la tempête qui grondait dans l'esprit de leur père. Rachel tenait souvent son téléphone, tapait des messages rapides, souriait discrètement comme si elle n'était pas assise à côté de l'homme avec qui elle avait partagé les 13 dernières années de sa vie. Scott, au volant, prétextait un email urgent du travail, une date limite à respecter, n'importe quelle excuse pour éviter les questions. Ce voyage s'était bien terminé par un baiser, oui, mais pas celui d'un couple amoureux au bord de la mer. C'était celui de deux personnes qui croyaient tromper quelqu'un d'invisible. Mais Scott avait trop vu, trop lu, tout compris. Dans les jours qui suivirent, il agit avec une précision chirurgicale. Il enferma chaque émotion dans une boîte imaginaire et se mit à tout observer avec un regard neuf. Rachel se levait, s'habillait, préparait les déjeuners des garçons, partait pour l'hôpital comme toujours. Elle rentrait avec des anecdotes de sa journée, parlait des patients, de la pression de son chef, de ses amis. Tout semblait identique en surface, mais pour lui, chaque mot portait un sens différent. Les conversations résonnaient dans son esprit comme des mensonges bien rodés. Il se mit à revoir le passé, à chercher des indices, des épisodes oubliés, des signes qui n'avaient pas éveillé ses soupçons auparavant. Cette semaine-là, il attendit tard dans la nuit. Rachel dormait déjà, son téléphone à côté du lit. Il le prit et retourna dans le dossier verrouillé. Le mot de passe était toujours le même. Il relut les messages avec Grant et dans l'un d'eux, vit un commentaire sur le fait de conserver les souvenirs en lieu sûr. Scott chercha dans les fichiers Google Drive synchronisés avec le téléphone. Il y avait un dossier avec de vieilles photos, des voyages passés, puis un autre, nommé Privé. Il était caché et protégé par un mot de passe différent. Il essaya le nom de l'hôpital, puis son nom de jeune fille. Rien. Il tenta alors la date de naissance de Caleb. Accès accordé. À l'intérieur du dossier, il découvrit quelque chose dont il ignorait l'existence.
des copies numérisées d'examens médicaux, des notes d'une application de suivi d'ovulation, des captures d'écran de messages avec un autre homme, des appels vidéo enregistrés et une photo qui lui coupa le souffle. Rachel enlaçant Brandon Keller, son ex-fiancé, avec une légende qu'elle avait écrite. Ça a toujours été toi. La date sur la photo correspondait à un week-end des années plus tôt où elle avait dit assister à une conférence d'infirmières à Detroit peu après la naissance de Caleb. Scott ferma le téléphone un instant, pressa ses doigts contre ses yeux, prit une profonde inspiration et rouvrit l'image. La ressemblance entre Brandon et Caleb, jamais remarquée auparavant, lui parut soudain flagrante. La forme du visage, la couleur des yeux, ce même sourire de travers. Un flot de souvenirs remonta à la surface. Le moment où il avait tenu Caleb pour la première fois, les doutes qu'il avait eus à l'époque sur la date de conception, les jours où Rachel évitait l'intimité, prétextant être stressée. C'était comme si tout prenait maintenant une forme nouvelle, cruelle, indéniable. Il continua et trouva une série de messages avec un autre nom, le docteur Henry Morris. Le médecin apparaissait sous les initiales HM dans ses contacts. C'était le même homme avec qui Rachel avait fait des gardes de nuit pendant environ 4 ans dans une clinique. Dans leurs messages, elle envoyait des notes vocales affectueuses, le remerciait pour les nuits où elle se sentait à nouveau femme et disait que Matthew lui ressemblait. Une fois de plus, Scott fit la comparaison mentale. La couleur de peau, la structure du visage, le type de cheveux. Tout avait trop de sens pour être une coïncidence. Scott revisita les souvenirs récents avec un regard neuf. Il se rappela quand Rachel avait été distante pendant près d'un mois, invoquant un burn-out. Les visites inexpliquées à la clinique. Les messages supprimés. Sa manière d'esquiver les questions dès qu'il s'interrogeait. Il commença à tout reconstituer amèrement, comme quelqu'un qui découvre avoir vécu une histoire écrite par un autre, un scénario dans lequel il ne jouait que le rôle du père, du mari, du pourvoyeur, tandis que d'autres hommes occupaient les vraies places dans son cœur. Il y avait aussi une note curieuse dans un bloc-notes numérique où Rachel listait les choses à régler avant de prendre toute décision. Parmi les points, vérifier les conséquences juridiques d'un éventuel divorce, organiser les documents de l'assurance vie de Scott et parler à Grant de la garde des enfants si tout éclate. Scott s'arrêta. Ce n'était plus seulement une trahison sentimentale, c'était de la planification, une stratégie, une femme qui partageait son lit tout en traçant les contours d'un avenir avec un autre, plaçant chaque pièce avec froideur et prudence. Même au milieu d'une douleur écrasante, il garda le contrôle. Il nota chaque détail découvert dans un carnet, enregistra les dates, les noms, les conversations, les captures d'écran, organisa les fichiers sur une clé USB qu'il cacha dans un vieux livre sur l'étagère de son bureau, fit des copies et les sauva dans un cloud crypté. Il savait qu'il ne faisait pas seulement face à une crise conjugale. C'était une reconstruction d'identité. Que signifiait être un père, un mari, un homme trahi? Tout cela devait être réévalué à la lumière des preuves, des faits, des souvenirs désormais déformés. Cette même semaine, Rachel rentra du travail plus joyeuse que d'habitude. Elle mentionna une possible promotion, suggéra un voyage pour la fin de l'année, lui demanda s'il allait bien. Scott prétexta la fatigue. Il dit qu'il devait se coucher tôt, mais ce n'était pas le sommeil qu'il cherchait cette nuit-là. C'était le silence. Le temps de comprendre ce qui viendrait après la vérité. L'amour qu'il portait au garçon était authentique, mais maintenant,
Il y avait un mur entre eux, quelque chose d'invisible, mais d'immense. Un abîme qu'aucun câlin, aucun souvenir ne pourrait plus combler de la même manière. Scott resta allongé, les yeux ouverts, à écouter la respiration calme de la femme qui avait transformé sa maison en scène de théâtre. Le rôle de l'idiot avait assez duré. Maintenant, il allait écrire son propre scénario et il repartirait de zéro. Ce dimanche-là, Scott se réveilla avant tout le monde. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre de la chambre des garçons, et le son d'une notification de téléphone le tira d'une légère torpeur. Depuis des jours, il agissait mécaniquement, accomplissant les tâches de base avec précision, comme un soldat en mission. Il préparait les déjeuners, répondait aux emails du travail, donnait des instructions dans le chat de son équipe, faisait la vaisselle. Rachel agissait normalement, souriait aux enfants, laissait des notes sur le réfrigérateur, lui demandait s'il voulait regarder un film le soir. Tout ressemblait à une performance pour le monde extérieur, alors qu'à l'intérieur, chacun de ses gestes sonnait trop faux pour passer inaperçu. Ce matin-là, il quitta la maison avec une excuse simple. Il devait revoir du code avec un collègue avant la livraison d'un système. Rachel fit un commentaire passager sur le fait qu'il travaillait trop et retourna à la cuisine. Scott prit les garçons et les déposa chez sa mère, leur demandant de passer la journée avec leur grand-mère. Il n'expliqua pas pourquoi, se contentant de dire qu'il devait s'occuper de quelques affaires personnelles. Sa mère remarqua son ton sec, mais le respecta. Avec les garçons en sécurité et à l'écart, il rentra chez lui avec un objectif clair. Il appela son avocat, le même qui l'avait aidé lors de l'achat de la maison. Il lui dit que c'était urgent, qu'il devait lui parler au plus vite. Il fixa un rendez-vous pour le lendemain matin. Quand il rentra, Rachel était allongée sur le canapé, regardant une série qu'ils suivaient toujours ensemble. Elle commenta l'épisode, rit à une scène, lui proposa du popcorn. Scott se contenta d'hocher la tête. Il monta à l'étage, entra dans la chambre et commença à rassembler des documents. Certificats de naissance, contrats, relevés bancaires, dossiers médicaux, tout ce qui pourrait servir de base juridique. Il prit également la clé USB, fit une autre copie des fichiers et la cacha dans une paire de chaussettes dans son sac de voyage. Le lundi, il arriva au cabinet de l'avocat à 8 heures du matin. Il exposa les faits objectivement, montra les captures d'écran, les vidéos, les messages et les notes. L'avocat écouta en silence, le front plissé. Quand Scott eut fini, il déclara que c'était le cas d'infidélité et de dissimulation de paternité le plus solide qu'il ait vu en des années. Il demanda à Scott s'il voulait contester la paternité des enfants. Scott hésita, dit qu'il était encore en train de tout digérer. Il demanda seulement que la procédure de séparation commence immédiatement et que la garde reste temporairement à Rachel, le temps qu'il puisse restructurer sa vie. L'avocat lui conseilla la prudence, l'avertissant que ce serait émotionnellement dévastateur pour tout le monde, surtout pour les garçons. Scott acquiesça, mais prévint qu'il n'accepterait aucun chantage affectif ni manipulation. Il voulait partir proprement, dignement et en paix. Cette semaine-là, il commença à dormir dans la chambre d'amis. Rachel le questionna, mais il dit qu'il avait du mal à dormir. Lentement, les garçons aussi remarquèrent le changement d'atmosphère dans la maison. Les conversations se raréfièrent. Les dîners devinrent plus courts. Les regards s'évitèrent. Le vendredi, Scott rentra à la maison avec une enveloppe. Il attendit que les garçons montent prendre leur bain et l'attendit à Rachel. Elle l'ouvrit, parcourut le contenu et mit un moment à réagir. Elle demanda si c'était une blague. Il répondit qu'il ne plaisantait pas avec les choses sérieuses.
Elle eut un rire nerveux et dit qu'il réagissait de manière excessive, qu'il pouvait parler, qu'il traversait une mauvaise passe, mais que cela ne justifiait pas de tout arrêter. Scott resta silencieux, se contenta de se lever, de désigner les papiers dans ses mains et de dire que ce n'était que le début. Rachel passa le week-end à essayer de le joindre, lui envoya de longs messages, pleura dans les coins, dit que les enfants avaient besoin de stabilité. Le lundi, Scott quitta la maison avec 2 valises. Il loua un petit appartement près de son travail. L'endroit était simple, mais suffisant pour qu'il puisse respirer. Pendant le déménagement, il évita de regarder Caleb et Matthew dans les yeux. Il ne savait pas encore comment leur expliquer, il dit juste que papa avait besoin d'un peu de temps. Les garçons acceptèrent en silence. Les jours qui suivirent furent difficiles. Ils partaient tôt, rentraient tard, mangeaient n'importe quel plat préparé qu'ils pouvaient trouver, dormaient peu. La solitude n'était pas le problème. Le poids de ce qu'il avait découvert l'écrasait encore de l'intérieur. La thérapie suivie pendant son service militaire lui avait appris à gérer la perte, mais c'était différent. Il avait été trahi par la personne qui prétendait l'aimer, qui partageait son lit, qui l'appelait mon port d'attache devant les enfants. Maintenant, il faisait le deuil du mariage tout entier, des souvenirs souillés, des mots qui avaient perdu tout leur sens. L'audience pour le divorce eut lieu 2 mois plus tard, dans un silence pesant et des regards fuyants. Rachel entra le visage fermé, serrant un dossier contre sa poitrine. Avant de s'asseoir, elle demanda à parler à Scott en privé. Il refusa, sans changer de ton. Son avocat tenta d'adoucir les termes, suggéra qu'il soit généreux, qu'il pense aux enfants, qu'il facilite le processus. Scott resta ferme, déclarant qu'il voulait la moitié de tout, la maison, la voiture, les investissements, les comptes, les objets de valeur. Il ne céderait rien. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent, surprise par son changement d'attitude. Puis vint le coup le plus dur. Scott exigea des tests de paternité pour les 2 garçons. Rachel devint écarlate, qualifiant la demande d'absurde, l'accusant d'humiliation gratuite. Son avocat argua que ce serait traumatisant pour les enfants. Scott resta impassible. Le juge, face aux preuves présentées et aux contradictions dans les témoignages, autorisa le test. Les résultats furent lus lors d'une nouvelle audience, des semaines plus tard. Caleb et Matthew n'étaient pas les fils biologiques de Scott. Le tribunal, après confirmation, annula toute obligation de pension alimentaire. Scott n'aurait pas à verser le moindre centime. Rachel explosa de rage, l'accusant de se venger, affirmant que les enfants l'aimaient. Le juge a confirmé la décision, se fondant sur le principe de la préclusion équitable, mais a reconnu que, dans cette affaire, Scott avait été délibérément trompé et qu'il n'y avait eu de sa part aucune reconnaissance, ni biologique ni volontaire, des faits. De plus, Scott a intenté une action en justice pour fraude civile et détresse émotionnelle intentionnelle, s'appuyant sur la doctrine juridique de l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, l'IIED, en vigueur aux États-Unis. L'affaire a été jugée des mois plus tard et il a gagné. Il a reçu une compensation substantielle pour les préjudices moraux et financiers causés par des années de mensonges délibérés. Rachel a quitté ce tribunal vaincu sans l'accord financier qu'elle espérait, sans le contrôle des biens qu'elle pensait acquérir et avec sa réputation légalement entachée. Scott, quant à lui, est sorti la tête haute, sa vérité validée par la loi, sa dignité intacte. Dans les années qui ont suivi, Scott s'est consacré à tout reconstruire. Sa carrière, sa routine, son identité. Avec les enfants de Rachel, le lien a été brusquement rompu. La vérité
énoncé à voix haute dans la salle d'audience, a brisé toute illusion de continuité. Caleb et Matthew, bien qu'ils n'y soient pour rien, représentaient une douleur que Scott ne savait toujours pas comment gérer. Il n'y a eu ni appel d'anniversaire, ni cadeau de Noël, non par vengeance, mais par autoprotection. Sa présence constante risquait de troubler davantage des garçons qui avaient grandi en croyant à quelque chose construit sur des mensonges. La coupure fut brutale, mais nécessaire. Pendant longtemps, Scott a évité tout engagement émotionnel. Il préférait se concentrer sur son travail, ses courses du soir, ses projets parallèles. Ce n'est que près de 4 ans plus tard, alors qu'il fournissait une consultation technique pour un réseau scolaire, qu'il a rencontré Mélanie. Elle était professeure de littérature et coordonnait un projet de lecture numérique utilisant le système que son entreprise avait développé. Leur première conversation était strictement professionnelle, marquée par des courriels directs et des réunions objectives. Mais lors d'un événement d'entreprise, un commentaire sur un roman de Steinbeck est devenu le point de départ d'un échange plus personnel. Mélanie était divorcée depuis 2 ans et élevait seule Noah, un garçon de 10 ans, curieux et poli. Lorsqu'elle a appris le passé de Scott, elle ne s'est pas dérobée. Au contraire, elle a partagé sa propre expérience d'un mariage qui s'était également soldé par une déception. Entre eux, ce qui a grandi n'était pas une passion immédiate, mais un soulagement. Il était bon de parler à quelqu'un qui ne posait pas de questions indiscrètes, qui comprenait les silences et respectait les limites. Un lien qui a grandi comme une plante tenace, poussant entre les rochers, lentement mais avec résilience. Avec le temps, Noah s'est attaché à Scott. Ils passaient les week-ends ensemble, jouaient aux jeux vidéo, parlaient de vieux films, lisaient des bandes dessinées. Scott a commencé à redécouvrir ce que signifiait construire quelque chose de sain, sans secret, sans non-dit. Quand Mélanie est arrivée, un test de grossesse à la main, il a mis un moment à réagir, non par peur, mais parce que ce petit bout de papier représentait quelque chose qu'il pensait inatteignable. Elle a dit qu'elle comprendrait s'il avait besoin de temps. Il a répondu par une étreinte et des larmes silencieuses. Grace Ann n'était pas seulement une fille. Elle était la chance de vivre tout ce qui lui avait été volé. Pendant la grossesse, Scott s'est assuré d'être présent à chaque étape. Il a décidé de monter lui-même la chambre du bébé, a choisi le nom avec Mélanie, a fait des recherches sur les écoles et les assurances santé. Chaque détail comptait. Quand Grace Ann est née, il a été le premier à la prendre dans ses bras. Son cri a comblé un vide ancien. Pour la première fois, Scott était certain que rien n'avait besoin d'être prouvé, expliqué ou justifié. Cette petite fille était la sienne, entièrement la sienne. Dans les mois qui ont suivi, les nuits blanches à cause des coliques, les couches, les bains, les biberons l'ont épuisé et comblé à la fois. Grace dormait sur sa poitrine, comme si c'était le seul endroit au monde où tout était à sa place, et c'était peut-être le cas. Il la regardait avec la certitude que son histoire ne s'était pas terminée dans un tribunal. Elle avait recommencé là, dans le silence de la nuit, avec un petit souffle et un battement de cœur reposant contre le sien. Après tant de souffrances, il a découvert que le véritable amour n'exige aucun effort pour paraître vrai. Il est, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!